Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te, moto nyonso na mosala. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre tranche matinale. On en parle, votre tranche matinale qui vous parle de la culture, de la société, de l'éducation, mais surtout du business. Il nous sera très difficile d'aller plus loin dans cette tranche matinale sans dire merci à celui qui renouvelle en nous le souffle de vie, le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi nous allons prendre cette chanson de Van Walesa titrée Bilaka et on se retrouve juste après. De retour sur ce plateau après cette chanson de Van Walesa titrée Bilaka. Alors aujourd'hui dans On en parle, nous parlons de la culture, de l'écriture. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de notre invité du jour, Monsieur Cheikh Fita Diboué, qui est journaliste, écrivain, dramaturge et metteur en scène congolais. Monsieur Cheikh, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous vos téléspectateurs et surtout merci de m'avoir accueilli dans ce beau cadre. Merci à vous, vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez plusieurs casquettes, hein? Non, il n'y a rien sur ma tête. Bonjour Leïla. Bonjour Aurélie, bonjour monsieur Cheikh Fita. Bonjour Leïla. J'espère que vous allez bien. Ouais, moi ça va. Alors Leïla, on a quelle citation aujourd'hui? Alors on en a une aujourd'hui, c'est une citation populaire. La citation dit ceci: l'écriture, c'est le cœur qui éclate en silence. L'écriture, c'est les cœurs qui éclatent en silence. Ok. Elle est belle, hein, ma citation. Ouais, elle est belle, elle est pas mal. Alors, moi, je me dis qu'à travers l'écriture, eh bien, on déverse tout ce qu'on a au fond de nous. Vous allez remarquer que ces personnes qui ont l'habitude d'écrire, ils ont moins de pression que ces gens qui retiennent tout au fond d'eux-mêmes. Et à travers l'écriture, on a cette possibilité de faire ressortir ce qu'on ressent en nous, au plus profond de nous. Et ça nous libère, au fait, de nos pressions, de nos problèmes. En tout cas, ceux qui écrivent, ils sont déchargés par rapport à ceux-là qui gardent les choses au fond d'eux-mêmes. C'est un peu ça. Ok, Monsieur Cheikh, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à notre citation du jour? Il y a du juste là-dessus, mais j'interpréterai ça à un second degré. Ok. Ça nous libère, ça me libère. En fait, moi, en tant qu'individu, oui, mais le moi peut être dans le nous, en ce sens qu'il y a des moments où quand on n'écrit pas pour soi, on écrit pour une collectivité et ça libère, même pour la collectivité. Voilà, même pour la personne qui lit, eh bien la personne, elle est libérée par rapport à vos écrits. La personne qui lit, c'est d'abord un contact, c'est d'abord un échange, et c'est d'abord aussi une interpellation. Si la personne est concentrée, il est possible que ça résolve, ça libère, ça apprend. Il y a beaucoup de possibilités dans la lecture. Tout dépend donc de l'état d'âme de la personne au moment où elle lit. Ok, merci. Alors, la culture de l'écriture est le sujet que nous abordons aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons prendre cet état de lieu qui a été fait, histoire de vous donner un aperçu général sur le sujet du jour. Et on se retrouve juste après pour la suite. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Écrire, c'est exprimer en caractère graphique les mots que la parole exprime par des sons articulés. Écrire peut se révéler comme une passion pour certaines personnes. L'écriture rend des événements vivants à travers le temps. Comme la musique, écrire procure la vertu thérapeutique. Qu'il s'agisse de vaincre sa timidité ou de soigner un traumatisme profond, l'écriture fait partie de la panoplie des remèdes auxquels peuvent recourir des thérapeutes. L'écriture reste l'une des disciplines qui demande le moins de matériel. Un cahier et un crayon suffisent à démarrer l'écriture d'un livre. Mais on ne va pas se mentir, c'est bien souvent sur un ordinateur que cette histoire-là se termine. Comme la peinture,
Le chant, la danse, le théâtre, etc. L'écriture est un art que l'on peut parfaitement pratiquer en amateur à ses heures perdues. Les méthodes d'écriture diffèrent dans la préservation des expériences d'une personne à l'autre et les expériences psychologiques et émotionnelles sont préservées en écrivant de la poésie et les expériences physiques sont préservées par l'écriture. Dans l'univers congolais, la pratique de l'écriture demeure moins exploitée. Tout le monde peut écrire. Pourquoi les Congolais n'ont pas la culture d'écrire? Quelle est l'importance de l'écriture? En quoi l'écriture demeure l'élément sacré pour conserver une culture? Messieurs et dames, bienvenue dans On en parle. De retour sur ce plateau après cet état de lieu. Alors, Monsieur Cheikh, quelle est selon vous l'importance de l'écriture? Bon, comme je le disais tout à l'heure, l'écriture est multidimensionnelle. D'abord, au départ, c'est une personne, seule, dans sa chambre. Ok. Et dès que ça sort, dès que c'est imprimé, ça a beaucoup d'ouverture. J'ai vu vous parler business. Oui. Et je peux directement profiter de l'occasion pour dire que le livre, dans l'industrie culturelle, c'est le livre qui engrange le plus de bénéfices dans le monde. La musique vient très loin, même pas un tiers. Ok. Mais ici, chez nous au Congo, on ne le sait pas. On n'y fait pas attention. C'est parce qu'il n'y a même pas d'industrie culturelle donc, telle qu'elle. Et voilà. Ok. Oui, on parle de l'écriture. Moi, j'aimerais savoir, on dit souvent que tout le monde a quelque chose à raconter. C'est vrai que par rapport à notre vécu, par rapport à ce qu'on vit, on a quelque chose à raconter. Mais moi, j'aimerais savoir, c'est qui cette personne qui est habilitée à écrire? C'est vrai qu'on a tous une histoire à raconter. Mais est-ce que tout le monde peut se mettre à écrire? Bon, pour moi qui écris, je ne me pose pas cette question-là. Ok. Parce que je constate que j'écris, je constate que ça fait des années que j'écris. Mais à la rigueur, ce que je pourrais faire, c'est plutôt par rapport à mon témoignage. Ça pourrait davantage éclairer les gens. Sinon, ils vont voir que c'est très théorique. J'ai commencé à écrire comment? Ok. J'étais en première licence philosophie à Lubumbashi. Je suis allé voir un spectacle au cinquantenaire, le bâtiment du 30 juin, qui est actuellement l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du Grand Katanga à l'époque. Ok. Et quand j'ai vu le spectacle, je me suis dit, mais c'est pas extraordinaire. Je peux faire autant, peut-être mieux. C'est comme ça que c'est parti. Ok. Et un thème m'est venu en tête que j'ai exploité à l'époque. Bon, c'était en 1976. Il y avait eu ce qu'on avait appelé à l'époque la zaïrianisation, c'est-à-dire M. Mobutu, qui était président à l'époque, avait confisqué tous les biens des étrangers, magasins, industries, et il les avait donnés aux Zaïrois de l'époque. Et on a vu ce que ça donnait comme répercussion, c'était une faillite totale. Mais donc, je suis parti de ce constat-là pour écrire une histoire d'une famille, d'un jeune et une jeune fille, etc. Bon, voilà. Et j'ai constaté que je pouvais écrire. J'ai constaté que j'avais le talent. Et j'ai continué à l'exploiter. Maintenant, pour répondre à votre question, beaucoup de gens peuvent écrire, effectivement. Pourquoi? Parce que d'abord, l'écriture, c'est une technique. Il y a une technique d'écriture. Ça s'apprend. Ok. Donc, si vous avez envie d'écrire, vous pouvez écrire parce que les techniques d'écriture existent. Je me souviens à l'époque où je faisais du théâtre au Katanga, quand je faisais des tournées dans les cités de la Gécamine, à la fin, on me demandait de faire un atelier avec des jeunes pour qu'eux aussi, ils s'essayent. Je faisais des ateliers, il y en a qui ont commencé à écrire, effectivement. Et donc, l'écriture étant d'abord un don, ceux qui ont le don, quand ils sont en contact avec des gens qui maîtrisent l'écriture, le don apparaît. Okay. Et là, si vous me permettez que je fasse une parenthèse. Bien sûr. En Europe, dans le cursus de l'enfant, dès le primaire, on prévoit tout. L'éducation à la musique, à l'écriture, au rythme, etc. De telle sorte que l'enseignement
permet à chaque enfant d'être en contact avec différentes disciplines, de telle sorte que s'il a un talent, il le perçoit directement. S'il ne le perçoit pas, l'enseignant le perçoit ou les parents. Bon, c'est qui montre à quel point l'enseignement est nécessaire, même dans l'écriture. Et donc, si déjà on vous permet de déceler vos talents, le jour où vous avez l'âge, vous pouvez écrire. Il est régulier en Europe de voir des jeunes de 15 ans écrire des livres. C'est parce qu'il y a un sous-bassement éducationnel qui leur permet d'écrire. Ok. D'accord. C'est bon, tu es satisfaite, Léa? Oui, ça va. Ok. Alors, Monsieur Cheikh, pour écrire un livre, j'estime qu'il y a une marche à suivre. Et quelle est cette marche à suivre qui permet au fait de produire un texte ou d'écrire tout un livre? Bon, honnêtement parlant, quand vous parlez des livres, c'est très sérieux. Ok. Hein? Et avant d'arriver au livre, hein, il faut d'abord être en mesure d'écrire dans les normes. Parce qu'on ne publie pas n'importe quoi. Ça dépend des éditeurs. Il y en a il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de formats que les éditeurs publient. Et donc, pour écrire un livre, il faut d'abord avoir l'inspiration. Okay. Vous avez l'inspiration, vous écrivez votre texte, et en passant, vous pouvez faire de la poésie, vous pouvez faire de la littérature, vous pouvez faire le théâtre, vous pouvez faire un essai, et vous pouvez faire des reportages, comme vous avez fait pour ce livre-là. Donc, il y a plusieurs formes. Maintenant, je vais aller directement à votre question. En fait, le livre, en Europe, c'est un produit vendable. Okay. Donc, on ne produit pas les livres pour les mettre dans sa maison. On produit les livres pour les vendre. Et pour vendre. Donc, quand vous avez fini d'écrire, il y a un autre monsieur qui intervient dans le processus du livre, c'est l'éditeur. L'éditeur, ce n'est pas un littéraire. L'éditeur, c'est un commerçant. Il fait quoi? Il voit le thème, il voit le style, il voit l'originalité, il étudie son marché, il dit ça peut faire mouche, il édite, il vend et il paye l'auteur. Donc, pour ceux qui veulent écrire des livres, c'est pas interdit d'écrire, de tirer 100 exemplaires et de distribuer aux amis. Mais dans le monde, le livre, c'est un produit commerçable et donc on le vend comme on vend le pain. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, l'industrie du livre, c'est une très grande industrie. Il y a des gens qui vivent de ça, il y a des gens qui sont millionnaires, c'est pas milliardaires grâce au livre. Et les éditeurs, et les auteurs, et les libraires, etc. On peut prendre l'exemple des présidents occidentaux, Barack Obama. Quand il sort son livre, le premier jour, il vend pratiquement 1 demi-million de livres. Le jour où le livre sort. Okay. Vous pouvez calculer, hein, s'il ne gagne que 2 euros par livre, le premier jour de la sortie de son bouquin, il a 1 million, 1 million de dollars. Donc, c'est une marchandise comme toutes les marchandises, donc il n'y a pas de honte à être écrivain, mais il faut se dire que c'est un créneau qui est très, très rigoureux. Ok. Bon, je vais prendre un exemple d'une personne qui a tellement vécu. C'est vrai que les Congolais, ils ont vécu tellement des choses, ils ont tellement des choses à raconter. Je prends l'exemple d'une personne qui n'a pas de talent d'écrire, mais qui a vécu tellement d'histoires, au fait, dans sa vie. Est-ce que cette personne-là peut se décider un jour de raconter tout ce qu'elle a vécu dans un livre? Oui. J'ai déjà coaché beaucoup de gens. Et j'ai dit, bon, voilà, j'aimerais écrire. Je commence par où? Moi, je dis, on commence d'une façon très simple. Ok. On a un stylo, on a du papier, on commence à écrire. Ok. Donc, ça, je rejoins un peu une définition dont vous avez parlé. Ça veut dire, on fait sortir de soi Tout ce ce qu'on que a. l'on a, on le couche sur le papier. Bon, maintenant, bien sûr, il y a... On doit suivre quand même une chronologie où on fait ressortir tout juste comme ça. Dans ma technique à moi que j'apprends aux gens, je dis, il n'y a pas de technique. D'abord, la première technique, c'est de savoir faire sortir tout ce qui est dans la tête et le mettre sur papier. Ok. Quand tout est sorti, parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus rien à raconter. Ouais. À ce moment-là, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est
toiletter d'abord le texte. Ok. Parce que quand on écrit, on ne fait pas attention à la forme, au style, etc. C'est pas grave. Et quand on a fini, on toilette, ça devient un peu plus potable. Et après, il y a une étape qui est un peu plus rigoureuse, c'est la structure. Parce que un récit, un conte, un roman, la poésie, les structures ne sont pas les mêmes. Les structures diffèrent. Voilà, Ok. je parlerai par exemple du théâtre, parce que moi je suis d'abord écrivain de théâtre. Quand j'écris une pièce de théâtre, elle est structurée. Et dans cette structure-là, la première chose, la thématique. J'exploite quel thème. 2, le récit. Je parle de quoi. 3, dans quel style. Comique, dans un style plus sérieux ou dramatique, Ok. etc. Donc, je choisis le style. Et quand j'ai le style, et je fais l'ossature de la pièce. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas l'ossature de la pièce, je peux pas avancer. Donc, je sais que ça commence ici, ça monte et ça atterrit. Et une pièce de théâtre, ça commence et ça finit. Il faut savoir commencer, il faut savoir captiver le public, l'amener à l'apothéose du récit. Il faut savoir chuter. Et donc, ça, c'est une structure d'une pièce de théâtre. C'est pour ça que de temps en temps, bon, les gens qui n'ont pas cette technique-là, ils écrivent, ils font rire. Après, il n'y a plus à raconter pour que les gens rient. Bon, Matsolo PSI, le Kakawan. Mais il faut un peu plus de rigueur. Donc, moi, quand j'ai déjà l'ossature, et je vais même plus loin, comme je suis metteur en scène, après avoir fait l'ossature, je me mets à la place de la personne qui verra le spectacle. Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que ça va le captiver? Est-ce que ça va le surprendre? Est-ce que ça va le mouvoir? Toutes ces questions-là, je me les pose. En fait, l'écriture d'une pièce de théâtre, c'est ça d'abord. Quand j'ai répondu à toutes ces questions-là, j'ai quoi, peut-être 50 ou 60 pages de manuscrits. Et maintenant, je repars donc de ça et je raconte maintenant mon histoire en respectant donc ce qu'on appelle au théâtre, on appelle la ligne dramatique. Okay. Il y a toujours une ligne dramatique dans une pièce de théâtre. Et dans la ligne dramatique, j'ai donné par exemple l'exemple du livre que vous avez sur Moins Homme, qui est une pièce que j'avais écrite au lendemain, que j'avais commencé à écrire durant la guerre, ce qu'on avait appelé la deuxième guerre du Shabbat. C'est une guerre qui avait eu lieu à Colosie en 1978. Les rebelles venus d'Angola étaient entrés. Ils ont pris la ville, tout s'est arrêté, ils ont tué les gens, il y a eu la guerre durant 6 jours. Et donc, l'avantage de cette pièce, c'est que quelque part, la guerre elle-même est une ligne dramatique. La guerre a commencé et elle est terminée. Mais durant cette guerre, qu'est-ce qui s'est-il passé? Et là, j'ai imaginé une famille, j'ai imaginé un couple. Dans le couple, le mari, c'est un blanc, M. Suarez, sa femme, c'est une Zaïroise. À l'époque, Madame Claudine, ils ont des enfants métis. Et la nuit du jour où la guerre commence, le frère du mari arrive de Paris. Il arrive vers 23h et à 6h du matin, la guerre commence. Donc, voilà la trame, voilà le décor. Et j'essaie maintenant d'imaginer qu'est-ce qui va se passer dans cette famille-là durant toute cette guerre. Okay. Et donc, l'avantage de ça, c'est que, comme je dis, la ligne dramatique est déjà là. À la fin de la guerre, la pièce se termine. Or, la guerre elle-même, il y avait des hauts et des bas. Il y avait des moments où ça tirait de partout. Il y a même des moments où les rebelles sont venus frapper à la porte, etc. Donc, voilà. Ça, c'est, la guerre elle-même m'a donné la structure, donc j'ai pu écrire. Mais chaque pièce a sa structure, chaque pièce a sa ligne, dramatique. Ok, merci, Lida. Tout à l'heure, moi, j'aimerais qu'on revienne à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, on ne peut pas tout publier. Est-ce que vous pensez que, par vos dires, on ne peut pas également tout écrire sur tout? Est-ce qu'on peut écrire sur tout?
On peut écrire sur tout. Sur tous les thèmes possibles. Tous les thèmes. Il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de restrictions par C'est ça rapport à l'avantage tel... d'écrire. Ok, Et c'est d'accord. ça les avantages d'écrire, parce que des moments, on écrit, surtout en politique, ça dérange, mais on écrit. Ok. Monsieur Cheikh, vous êtes écrivain. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un individu vous raconte son histoire, vous raconte ses expériences, et vous, à votre tour, vous écrivez sur les expériences de cet individu? Bon, non, mais c'est faisable. Mhm. C'est faisable. Bon, le problème, c'est qu'en tant qu'écrivain, Mhm. ça veut dire que mon boulot, c'est écrire. J'écris pratiquement tous les jours. Donc, Ok. j'ai un tas de trucs à écrire Mhm. depuis 46 ans, ce qui fait que il faut vraiment avoir du temps. Mais il m'est arrivé d'écrire des pièces un peu sur commande. Par exemple, en 1998, vous devez vous souvenir, le 2 août, à Kinshasa, Mhm. les rebelles sont entrés. Les rebelles qui sont venus de l'autre côté, là, Ouais. qui ont pris la ville. Bon, j'y avais écrit. Mais quelque part, c'était du temps des musées. Quelque part, ceux qui étaient au pouvoir à ce moment-là, on en a parlé. J'ai pratiquement un peu écrit parce que ils avaient besoin d'un support comme celui-là. J'avais écrit la pièce s'intitulait Contre l'oubli. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait une salle ici quelque part, Cinémax. Mhm. Oui, la FENAT, la Fédération nationale du théâtre. J'avais demandé à Nzei, qui était un metteur en scène congolais. J'ai dit voilà, il y a plusieurs tableaux dans la pièce. On avait donné à différentes troupes de Kinshasa, chacune un tableau. Donc on avait tous joué un spectacle avec plusieurs troupes. Ici au cinéma, c'était en 1998. Et donc voilà un peu des exemples d'une œuvre qui peut venir de d'une volonté extérieure. Mhm. Il m'est arrivé aussi à l'époque où je vivais à Kolwezi, la GECAMI, j'étais en contact avec les services sociaux. Ils m'avaient dit ceci, que généralement, on payait les gens à mi-mois, le 15 du mois. Entre le 1er et le 15, ils avaient constaté que dans les familles, il y avait des problèmes. Et les problèmes avaient une répercussion sur la production. Et donc, les gens qui avaient des problèmes chez eux, n'ont pas laissé l'argent pour la bouffe, etc., la production diminue. Et j'avais écrit une pièce sur la vie d'un couple qui s'intitulait, à l'époque, j'avais intitulé ça « On divorce », mais par moment, on joue sous une autre forme franco-indéca. Et donc, quand nous avons joué cette pièce-là, dans les cités GECAMI, ça servit, dans ce que vous avez dit au début, ça servit d'exutoire par rapport au couple, et ce qui fait que, effectivement, ça a intervenu dans la production, parce que le gars, il se rendait compte que tout ce qu'il faisait à sa femme-là, dans le couple, bon, c'était, comme on dit, c'était du théâtre. Et donc, ils ont compris que la vie, c'est autre chose. Et une anecdote, le jour où on a fait la soirée des galas du spectacle, dans la salle Manika, ceux qui vivent à Kolwezi savent que c'est une salle de 400 places. On a vendu les billets, la salle était pleine. Beaucoup de mes amis ont acheté les billets, ils sont venus avec leurs femmes. Après le spectacle, les femmes sortaient avec un sourire et les maris me disaient à l'oreille, Cheikh, qu'il fallait nous dire que c'était comme ça, on n'allait pas amener nos épouses. Voilà. Ok. Alors, Lila, tu as une question? Oui, j'ai une question. J'aimerais savoir, lorsque vous vous êtes mis à l'écriture, c'était pour quelle finalité au tout début, votre toute première œuvre? Bon, en fait, je m'étais dit que, d'abord, que je pouvais bien écrire. Et puis, bon, comme je vous l'ai dit, moi, je suis philosophe de formation. Un philosophe, c'est quelqu'un qui se questionne en permanence. Tout le temps dans la réflexion. Tout en réflexion à tout moment. Et donc, moi, en tant que philosophe, dans ma société, j'ai jamais tout accepté, amen, amen. Hein? Donc, des moments, j'ai jamais été censuré. Je me souviens, par exemple, en 1982, je pense, j'avais écrit une pièce, Le Héros.
C'est une rébellion, donc dans une ferme, quelque part au Mozambique, et les ouvriers se rebellent contre leur patron. Et ils font la grève et ça tourne au vinaigre. On donne le spectacle, toujours dans la fameuse salle Manica de Kolwezi, parce que j'ai fait 10 ans de théâtre là-bas. Au beau milieu du spectacle, quelqu'un crie dans la salle, arrêtez le spectacle. Il monte, ferme les rideaux, on évacue les gens. Et on m'amène au service de sécurité. On me dit, monsieur, on vous arrête parce que vous donnez un spectacle contre la sécurité de l'État. Je dis, ah bon? Il dit, oui, il y a des grèves dans toutes les écoles, etc. C'est à cause de vous. Moi, Okay. je dis, non, mon spectacle, c'est... Non, il confisque tous les manuscrits. Et moi, je leur dis, non, je suis pas à la base de ça. Je prends le manuscrit. Quand vous prenez même le livre là, Moins Homme, regardez à la dernière page, vous allez voir le jour où j'ai fini d'écrire. Là où on met fin. En dessous, il y a une date. Il y a une date là-bas. Hein? Oui, le 26 juin 1978. Voilà. Et pour cette pièce-là, Mhm. sur le manuscrit, c'était écrit, c'est une pièce que j'avais écrite 2 ans auparavant. Ok. Je leur ai dit, écoutez, cette pièce-ci, je l'ai écrite il y a 2 ans. Donc, à l'époque, je savais pas qu'il y aurait ça. C'est une coïncidence. Et ils m'ont dit, OK. Bon, j'avais raison, ils ont compris. Mais ils m'ont dit, mais ne continue plus. Le spectacle a été censuré. Il n'a plus été présenté durant un bon moment. Heureusement que les écrits restent. Hein. Alors, Monsieur Cheikh, vous avez parlé au tout début de jeunes de 15 ans en Europe qui peuvent écrire. Est-ce que vous croyez, on va parler de notre pays, ici au Congo, est-ce que vous croyez, c'est pas tous les Congolais qui auront cette culture-là, mais est-ce que vous croyez que la plupart des Congolais ont la culture d'écrire? Malheureusement, non. Ni la culture d'écrire, ni la culture de lire. Ok. Et vous me permettez que je fasse une parenthèse. Bien sûr. Quand je suis venu ce voyage ici, je voulais fin juin organiser une journée pour la promotion de la lecture du livre congolais. Mais malheureusement, je réfléchissais comme en Europe. Je pensais que tu écris une lettre, on te répond. Ici, on répond jamais. Mhm. Bref, je n'ai pas pu avoir la salle à temps. Et bon. Mais je vais partir, je vais revenir. Et cette fois-ci, ayant été, avec la leçon que j'ai eue, j'ai pris des précautions pour que j'ai le lieu à temps, pour que je fasse la promotion, etc. Pourquoi? Parce que effectivement, il faut le dire, nous ne lisons pas, nous n'écrivons pas. Et c'est la mort de tout un peuple. Parce que les écrivains sont les historiens du présent. Ok. Quelque chose se passe, vous écrivez. Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, les historiens, ils étaient pas là. Ils vont revenir à ce que vous avez écrit. Ils disent, ah, cette année-là, il y a eu ça. Vous allez beaucoup apprendre. Entre parenthèses, par exemple, le livre ici. Mhm. Là, comme je vous l'ai dit, je l'ai écrit plus en tant que journaliste. Ok. Il y a quoi là-dedans? Il y a les 14 derniers mois avant les élections, enfin la présidentielle de décembre 2018. J'écris beaucoup, j'ai 2 sites où il y a beaucoup d'articles, mais ça, comme j'avais vu certains signaux, je me dis, il est possible que les élections aient lieu et qu'il y ait passation de pouvoir. J'avais cette conviction-là. Mhm. Et donc, les reportages que je faisais, les éditoriaux que j'écrivais, je les écrivais de telle sorte que quand l'événement aura lieu, j'ai de la matière pour faire un livre. Ok. Et aujourd'hui, 3 ou 4 ans après, les historiens, alors beaucoup déjà étaient très distraits. J'ai pu interviewer la plupart des personnalités politiques qui passaient par Bruxelles. J'ai fait des éditoriaux, etc. J'ai pris beaucoup de photos de tous ces gens. Les photos sont là. De telle sorte qu'aujourd'hui, quand on demande aux gens qu'est-ce s'est-il passé avant les élections 2018,
on n'a presque plus rien. Mais les historiens ont un outil qui peut leur servir. Mais ce qui me chagrine, c'est quoi? C'est que je ne dois pas être seul. On ne doit pas être 2 ou 3. En Europe, beaucoup de gens écrivent. Beaucoup de gens écrivent dans tous les secteurs et tous les jours. Et tous les jours, ils se publient des centaines de livres. Et à Bruxelles, où j'ai vu, par exemple, quand vous entrez dans une librairie, mais vous allez vous égarer. C'est des couloirs et des couloirs et des étagères et des étagères. Et les gens entrent, achètent, sortent, achètent. Et chez nous, je suis entré dans quelques librairies, j'ai eu les larmes aux yeux. Et donc, c'est un problème sérieux pour notre pays, qu'on ne lise pas, qu'on n'écrive pas. Et ça, c'est la faute de l'État, il faut le dire. L'État est absent dans le secteur de la culture, dans le secteur du livre plus particulièrement. Quand tu fais sortir un livre, les gens te regardent comme un martien. Même ceux qui sont au pouvoir, même ceux qui ont beaucoup de responsabilités. Quand tu donnes un livre comme celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les photos. Dès qu'il a vu les photos, il pense qu'il a lu. Il n'a rien lu. Et donc, je me suis dit, comme je suis concerné, parce que moi, je ne vis que de la vente de mon magazine et de mon livre. Ok, vous arrivez à en vivre. Oui, il faut que je pousse les gens à avoir cette culture-là. Oui. Et donc, je ferai une journée par rapport à ça. En principe, on a prévu de monter au moins 6 de mes pièces de théâtre qu'on fera jouer, parce que mes livres sont aussi, enfin, mes théâtres sont aussi sous forme de livres. Je fais la promotion du livre congolais. Et à ce moment-là, ça va susciter des talents. Il y a des gens qui vont voir, ils auront le déclic que moi j'avais eu à l'époque. Ils sont nombreux, très nombreux à travers toute la grande République, qui ont ce talent. Mais un talent caché, oublié dans la brousse. Il faut une action de l'État, une action forte, une implication forte de l'État en matière de la culture, en matière du livre. Merci, Monsieur Cheikh. Alors, si vous venez de nous rejoindre, nous parlons aujourd'hui de la culture de l'écriture. C'est le moment de prendre notre pause musicale. Nous allons prendre cette chanson de Youssoupha titrée Polaroid Expérience et on se retrouve juste après pour la suite. De retour sur ce plateau après cette chanson Polaroid Expérience de Youssoupha. Alors, il y a eu un tout petit changement sur ce plateau. Il y a Azaf qui vient de monter. Azaf, bonjour. Bonjour Aurélie. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Bonjour Monsieur Cheikh Fita. Bonjour. Alors, tu as été sur terrain pour interviewer sur ce sujet du jour. Comment ça a été? Oui, ce n'était pas facile puisqu'on parle de la culture de l'écriture. Un peu comme la culture de la lecture. Donc, ce sont des sujets familiers. Alors, ça n'intéresse pas trop la population congolaise. Oui. Mais comme on parle de la culture, on veut cultiver les gens à écrire et à lire. Il fallait toujours poser des questions et savoir qu'est-ce qui empêche, évidemment, les gens à ne pas vouloir avoir cette culture-là de l'écriture. Ok, donc on va prendre les réactions de nos interviewés et on se retrouve juste après. Alors, je dirais que l'écriture, c'est d'abord un travail. C'est un grand travail qui nécessite beaucoup d'aptitude et aussi beaucoup de temps. Et on ne peut pas écrire quand on n'écrit pas qui veut, mais l'écriture à un certain niveau, à un certain moment, demande qu'on y mette du temps, qu'on s'y investisse totalement, mais aussi qu'on ait des aptitudes, comme diraient certains. Alors, par rapport à l'aspect congolais, il y a quelque chose qu'on nous a toujours mis dans la tête, nous disant que les Congolais, ou alors les Africains en général, n'aiment pas trop écrire parce que déjà dans leur essence ou alors à travers les influences culturelles, sont des gens qui ont été initiés à la tradition orale. Alors, je pense que c'est quelque chose qui va devoir faire un long chemin avant que ça puisse s'installer totalement dans les têtes des Congolais, mais aussi plus généralement dans les têtes de tous les Africains. Il va falloir qu'il y ait un travail qui va débuter dans les institutions éducatives. Ça nécessite des formations, ça nécessite aussi d'autres encadrements. Et comme ça, on verra émerger une certaine catégorie, une certaine classe des écrivains congolais
Parce que écrire est un grand travail, c'est un travail de mémoire, c'est un travail de conservation, c'est un travail qui nécessite beaucoup plus d'aptitude, mais aussi beaucoup plus d'intérêt et aussi, je dirais, beaucoup de temps et d'aptitude, comme je l'ai dit précédemment. Je pense que l'écriture, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de conserver des données, elle nous permet de conserver ce que l'on pourra perdre plus tard. Et c'est pourquoi il est important de garder tout ce que nous possédons, tout ce que nous pensons faire au travers des écrits. Et même les latinistes le savent, ceux qui ont fait le latin philo humanités le savent. Il est dit scripta volant, verba volant scripta manet. Donc les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Donc il est important d'écrire, et l'écriture, elle est importante dans tout le domaine, peu importe lequel, où vous évoluez, mais je crois qu'il est très important d'écrire. Dire que tout le monde peut écrire, je dirais oui ou non. Oui, parce que l'écriture n'est pas fermée, l'écriture est ouverte à tout le monde. Mais bon, il faudra quand même être initié d'une certaine manière pour pouvoir écrire. Il faudra être intellectuel pour avoir certaines bases de l'écriture, une certaine instruction pour pouvoir écrire. Qu'est-ce qui empêche aux Congolais à développer la culture de l'écriture? Ça, c'est vraiment un fléau. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de causes. Je prendrai par exemple la cause liée au fait, à la pratique des SMS. Vous voyez déjà avec les SMS, avec les textos et tout, parce que la plupart des personnes préfèrent écrire en abrégeant. Il y en a d'autres avec l'avancée des technologies qui préfèrent faire des audios. Ce qui empêche aux Congolais d'écrire, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est la part d'une certaine paresse, d'un certain refus d'écrire. Parce que si vous voulez écrire, en tout cas, personne ne vous l'empêchera. C'est une question de volonté, une question d'application. Si vous vous y mettez, vous allez écrire, vous allez mettre ce que vous pensez, vous allez le garder, vous allez le conserver. Mais c'est là part de fois d'une certaine négligence de gens, d'une certaine paresse, d'une certaine adaptation à la facilité qui pousse les gens à préférer à parler, préférer faire des appels, préférer causer comme ça, en lieu et place de faire des écrits ou de conserver les choses que l'on pense à travers des écrits. Voilà, nous sommes de retour après ces réactions de nos interviewés. Aujourd'hui, nous parlons de la culture de l'écriture avec Monsieur Cheikh, qui est notre invité du jour. Alors, Monsieur Cheikh, que représente l'écriture pour vous? Bon, je dirais d'abord que c'est un talent que j'ai reçu de Dieu. Vous avez dit que ça fait 46 ans que vous êtes dans ça. Oui, ma première pièce, je l'ai écrite en 1976. Okay. Quand soustrait, ça fait bien 46, en fait, sauf erreur. C'est bien calculé. Oui, merci. Et donc, d'abord, j'ai découvert que c'est un don que j'avais. Okay. J'avais le talent d'écrire. Heureusement, j'ai eu une formation littéraire et philosophique qui ont facilité cela. Et c'est devenu une passion, puis c'est devenu un métier. Parce que, comme je vous le dis, comme on dit ici à Lingala, Baliaga Dongo Dongo na sonité, c'est-à-dire, moi, mon boulot, c'est celui-là, écrire et vivre de ça. J'ai monté des spectacles, grâce à ces spectacles, j'ai pu voyager, j'ai pu faire voyager des gens, ça a pu ouvrir des horizons à beaucoup de gens. Et donc, j'ai diversifié donc les domaines de l'écriture, comme je vous l'ai dit. Il y a des livres, il y a les articles, et puis j'ai le magazine, j'ai 2 sites internet. C'est pas comme dans une entreprise où à la fin du mois, ça tombe. Mais il arrive 2 mois, tu peux passer, il y a presque rien. Tout comme il peut arriver. Et ça, je peux le signaler. Par exemple, quand l'année passée, je devais sortir le coffret des 10 livres. Bon, j'avais été reçu par le président Tshisekedi avec mon éditeur, qui se connaissait. Et l'éditeur lui a dit, on a déjà de quoi publier, mais en tout cas, c'est facile de publier 10 livres à une fois, ça coûte cher. Et donc, l'éditeur avait été aidé par le président qui lui a donné une rallonge qui lui a permis de faire venir pratiquement une tonne de livres ici, vous comprenez? Parce que 1 kilo pour faire venir de l'Europe jusqu'ici, c'est 12 €. Ça pèse 800 grammes, c'est presque 1 kilo. Donc, vous voyez, donc,
des moments comme ceux-là où vous avez où vous êtes aidé, où vous avez des sponsors. Je citerai des cas où j'ai dû faire, par exemple, des articles. Il y a des gens comme Maurice Katoum, je peux le sais quand il venait sur Bruxelles. Il dit, Cheikh, tu es où? Je dis, je suis à Bruxelles. Dis-moi, je suis à Genève. Il dit, prends l'avion, viens, j'ai ça. Je prends l'avion, je vais, tu fais ton reportage, tu dis, ah, c'est très bien écrit. Il paye. Vous voyez, il y a beaucoup d'ouverture dans l'écriture. Et donc, je demande aux jeunes qui ont ce talent-là de s'y mettre. Il y a beaucoup d'ouverture, mais j'ajoute, c'est pas comme quand vous avez dans une entreprise, vous avez vos $150 par mois. Oui. Il peut y arriver des moments où vous avez une commande. Je me souviens, quand je devais, par exemple, je vivais à Kolwezi, j'avais décidé de quitter Kolwezi pour vivre à Kinshasa parce que, bon, j'étais à l'étroit. Quand j'ai annoncé, les gens se sont révoltés. J'ai dit, mais non, tu vas partir, tu vas nous laisser. Mais j'ai dit, bon, je ne vais pas vous laisser. Alors, le Lions Club de Kolwezi, qui était dirigé à l'époque par M. Moulumba, je pense qu'il doit être ici à Kinshasa, a dit, on va faire une grande soirée de gala. On a organisé une grande soirée de gala où on a joué. Et il y a 400 places et le billet devait coûter autour de $100. Et puis, on avait édité une de mes pièces de théâtre. Ils ont tout acheté. Ils disent, voilà, on achète, on va vendre très cher pour nos œuvres, mais une bonne moitié pour toi. Ouais, c'est des choses comme ça qui arrivent assez souvent. Bon, il y a des livres, quand tu parles, par exemple, celui-ci, ça c'est le coup de feu, c'est un livre qui est vendu, je ne sais même plus le prix, parce qu'il y a très longtemps qu'il est sorti. Donc, j'ai tiré un grand nombre. Comme c'est un livre qui est très très chaud, les gens sont toujours curieux de voir l'analyse politique qui est dedans et tout ça. Et donc, le livre est sorti à Bruxelles, c'est vendu à Bruxelles, c'est épuisé. D'ailleurs, les autres tirages, je les fais plus ici à Kinshasa qu'en Europe, parce que je considère que le grand marché pour moi, congolais, même si je vis à Bruxelles, c'est ici. Donc, voilà. Merci. Alors, Joseph? Oui, d'accord, M. Cheikh, vous parlez de votre parcours par rapport à l'écriture, qu'est-ce que ça représente pour vous. Alors, vous avez aussi évoqué ce que vous pouvez faire avec l'écriture. La question se pose, ou je me pose, comment développer les goûts de l'écriture au sein de la communauté congolaise, particulièrement à la jeunesse pour monter? Bon, d'abord, je dirais que c'est pas mon travail, c'est le travail de l'État. Ça, c'est la première chose. Donc, on doit d'abord interpeller l'État. L'État doit être responsable. La culture, c'est un secteur stratégique pour une nation. Donc, quand vous avez des gens qui sont tout le temps dans les femmes et la bière, à un moment, la société tombe. Mais quand vous avez des gens qui lisent, qui s'instruisent, qui s'informent, la société devient forte. Donc, c'est le travail de l'État. L'État doit faire sortir l'argent pour démarrer d'abord. Parce qu'une fois que ça démarre, il y a ce que j'ai appelé l'industrie culturelle. Les privés viennent très vite. Mais l'amorce, c'est l'État. Donc, le gouvernement, le ministère de la Culture, tout ce qui tourne autour du ministère de l'Enseignement. Je vous donne une anecdote. J'arrive à Kinshasa en 1986. L'année suivante, je commence à travailler à l'INA, à l'Institut national des arts. Je remets en scène, je remonte ma troupe, le théâtre Orcan, les spectacles du genre que je joue au Katanga. Je vais dans les salles ici, qu'est-ce qui se passe? Vous jouez dans le public, les gens crient, parlent. Quand c'est fini, et Sili, et Zaki Nino. C'est pas possible, ça c'est pas le théâtre. Bon, le théâtre a un minimum de rigueur. Ce sont les comédiens qui parlent, c'est pas le public qui parle. Quoique le public peut interagir, mais il y a une discipline. J'ai compris que ces gens n'avaient pas la culture du spectacle en salle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à écrire du théâtre pour enfants. J'ai vu les grandes écoles, Boboto, Bosangani, Lisanga, etc. Toutes les écoles publiques et privées. On a proposé des spectacles de 6 à 12 ans. La première année, ça ne leur a plu. La deuxième année, ça ne leur a plu. Et les années suivantes, ce sont les écoles qui nous disaient, cette année, nous avons besoin de 3 spectacles pour chaque trimestre. Et donc, il est arrivé un moment où on donnait jusqu'à 200 représentations par an dans les écoles, sans publicité. Les enfants avaient pris goût. Et avec le temps, et donc les années qui suivaient, comme je vous dis,
une publicité qui passait jamais à la télévision. C'était juste une affiche, le résumé, le directeur, il lui dit, ok, ça convient à mon école. Et les enfants faisaient la file, la bobote là, le jour du spectacle. Et ces jeunes gens, c'est la génération des gens qui ont 40 ans aujourd'hui. Ceux qui ont étudié à Bobote vers entre les années 88 et 95, 96, ils peuvent se souvenir qu'ils ont vu beaucoup de mes spectacles. Et hors micro, j'avais dit que par exemple l'actuel ministre de l'Information, il fait comédien dans ma troupe de théâtre. Il a gardé ce souvenir-là jusqu'à aujourd'hui. Vous le voyez parler si bien. Je pense que j'ai aussi contribué à sa verve oratoire parce que le théâtre, c'est un art extraordinaire. Si vous êtes au théâtre, même pour vous qui êtes journaliste, vous serez 2 fois encore plus performant. Et donc, comme je l'ai dit, en tant qu'homme de culture, tout ce que je peux demander, il faut que l'État s'en occupe, ne serait-ce que pour l'amorce. On ne peut pas faire du théâtre sans argent. Je donne un exemple simple. Un spectacle, il faut des répétitions, 6 semaines minimum, il faut des costumes, il faut des décors, et puis il faut louer la salle, il faut la promotion. Ça, c'est tout un budget que le premier venu n'a pas. Maintenant, pour le livre, au jour d'aujourd'hui, ce que l'État peut faire, recenser les écrivains congolais. Ils sont nombreux qui ont publié peu ou qui n'ont pas publié du tout. Faire la promotion de leurs livres, demander au ministère de l'enseignement primaire, secondaire, dans les écoles, acheter les livres de ces auteurs. Moi, j'étais professeur de français. Mes élèves qui sont de maman aujourd'hui ne m'aiment pas beaucoup parce que je les obligeais à lire un livre par semaine. Mais aujourd'hui, c'est des grandes dames, des grandes directrices. Elles sont toutes contentes d'avoir fait ça. Mais dans l'entreprise, est-ce que ça a continué? Ça n'a pas continué. Et donc, il y a ça. Vu le déclin, on est très, très, très bas. Il n'y a que l'État qui peut relever et donner l'amorce. C'est pour ça que je veux faire, comme je vous l'ai dit en octobre quand je reviens, une journée pour la promotion de la lecture des livres. Je vais inviter ces gens de l'État, dire voilà, les livres des auteurs congolais sont là, venez acheter, même pour offrir aux gens, c'est déjà ça. Parce que pour que les gens lisent, il faut que ceux qui écrivent vivent aussi de ce qu'ils écrivent. S'ils écrivent, ils ne vivent pas de ça, bon, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Oui. Et donc, je vais, à mon niveau en tant qu'écrivain, faire cette action-là, parce que ça ne sert à rien de critiquer l'État pour critiquer, il faut proposer. Moi, ma proposition, c'est celle-là, une grande journée où les députés, par exemple, ils viennent, ils achètent chacun 20 livres à offrir aux écoles de leur circonscription. Qu'est-ce que ça leur coûte? Et ce genre d'action, ça n'existe pas. Je vais amorcer et tous ceux qui écrivent, ils viennent me rejoindre, on fait une sorte de lobby autour du livre, c'est faisable. Ok. Alors, je peux poser une dernière question parce que je vois les minutes qui vont si vite. Alors, Monsieur Cheikh, qu'est-ce qu'apporte l'Internet aujourd'hui à l'écriture par rapport aux différentes plateformes qui sont disponibles aujourd'hui? Parce que vous avez parlé de la part de l'État, mais avant que l'État puisse s'y mettre, il y a aussi l'Internet, cet espace culturel qui apporte beaucoup. Qu'est-ce que ça apporte notamment à l'industrie du livre? Bon, dans l'industrie du livre, il y a ce qu'on appelle le livre numérique. Mais ici, chez nous, pourquoi on va lire les livres numériques quand on ne peut pas lire le livre normal? Bien sûr, le coût est moindre, mais c'est une autre... en Europe, c'est une autre expérience. Ici, c'est timide. L'avantage de l'Internet, c'est que c'est une sorte de démocratisation de la circulation de l'information et de la culture. Et donc, un truc simple, c'est un des projets sur lesquels je suis en train de travailler aussi. Donc, les jeunes doivent avoir accès. Quand on va quitter l'émission, on va sur le boulevard, les chégues là, ils vont lire le livre sur Internet. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de lire les livres? Nous, on lisait Tintin, on lisait toutes les bandes dessinées quand on était petits. Et ils lisent quoi? Que ce soit sur Internet ou dans le livre normal, il n'y a pas. Et donc, s'il y a une occasion, un jour, j'amènerai des jeunes avec qui je travaille, qui se battent pour que dans chaque commune, il y ait une maison de jeunes de la culture. Ça sous-entend qu'il y ait une bibliothèque. La lecture doit être gratuite pour les enfants. Est-ce qu'il y a des bibliothèques dans nos écoles?
Il n'y en a pas. Et donc, c'est aussi un autre combat. Il faut nécessairement que les gens se mobilisent. Et je suis content que, bon, ça fait 3 mois que je suis ici, vous êtes la première télévision qui m'invitait pour parler livre. J'ai été positivement surpris. C'est-à-dire, quand je zappe sur ma télé, je pense qu'il y a 300 chaînes. Tout le monde parle politique, tout le monde devient politicien. C'est quoi cette histoire-là? C'est quelle culture, comme on devrait le dire? Alors, merci, Monsieur Cheikh. On aurait aimé continuer cette tranche matinale, mais le temps nous fait défaut. Nous sommes complètement à la fin. Alors, ça a été un plaisir de vous recevoir, au fait, sur ce plateau. Merci à vous d'être passé. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis disponible quand vous voulez exploiter notre thème. Durant mes séjours aussi, il n'y a pas de problème. Bon, ça fait aussi partie du devoir des aînés que nous sommes. Il faut rendre compte de ces expériences. Justement. Merci. Merci à toi aussi, Azaf, d'avoir été avec nous. Merci à Leïla et merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous au prochain numéro. En attendant, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te.